Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une bataille financière absolument colossale. Une bataille qui, dans le plus grand secret, a complètement redessiné notre système monétaire mondial. C'est un peu l'histoire d'une énorme digue monétaire qui a fini par céder, submergée par la pression du marché. Pendant plus d'un quart de siècle, le dollar américain était, en théorie, aussi bon que l'or. C'était une promesse qui semblait gravée dans le marbre. Mais alors, que s'est-il passé ? Comment est-ce que cette garantie en béton a pu voler en éclats ? C'est justement le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Ok, alors reprenons depuis le début. Parce que pour vraiment saisir les enjeux de cette bataille, il faut d'abord planter le décor. Et le décor, c'est l'ordre financier mondial juste après la Seconde Guerre mondiale. Et au centre de tout ça, il y a le fameux système de Bretton Woods, mis en place en 1944. La règle du jeu était assez simple en fait. Toutes les grandes monnaies du monde étaient arrimées au dollar. Et le dollar, lui, était directement convertible en or à un taux fixe, 35 $ pour une once d'or. En gros, les États-Unis étaient devenus le banquier du monde. Ça a amené une stabilité incroyable, mais, bien sûr, il y avait une faille, une énorme faille, cachée au cœur même de ce système. Et forcément, quand les premières fissures ont commencé à se voir, les grandes puissances financières mondiales ont paniqué. Elles ont décidé de s'unir pour colmater les brèches. Le truc, c'est qu'elles ont monté leur plan dans le plus grand secret. Et là, on arrive au cœur du problème. C'est ce qu'on appelle le dilemme de Triffin. C'est un peu un casse-tête. D'un côté, pour que l'économie mondiale tourne, il fallait que les États-Unis inondent le monde de dollars, ce qui voulait dire qu'ils devaient dépenser plus qu'ils ne gagnaient. Mais de l'autre côté, plus il y avait de dollars qui circulaient, moins la promesse de les convertir en or semblait crédible. La confiance s'effritait. En fait, tout le système tenait sur une seule chose, que les USA soient ultra disciplinés avec leur budget. S'ils ne l'étaient pas, la promesse devenait tout simplement impossible à tenir. C'était mathématique. Alors, quelle a été leur solution face à ce casse-tête ? Eh bien, en 1961, 8 des plus grandes banques centrales, avec les États-Unis en tête, ont créé ce qu'on a appelé le London Gold Pool. C'était un syndicat secret, une sorte de cartel. L'objectif était brutalement simple, mettre en commun leurs énormes réserves d'or pour intervenir sur le marché et écraser quiconque essaierait de faire grimper le prix de l'or au-dessus de la barre fatidique des 35 $. En gros, ce n'était plus David contre Goliath, c'était le marché contre 8 Goliaths. Mais bon, on le sait, même les Goliaths peuvent avoir un talent d'Achille. Et ce syndicat, ce club des puissants, n'a pas tardé à être sérieusement mis à l'épreuve. Des menaces sont apparues, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, et les fondations ont commencé à trembler. Et le plus ironique, c'est que la plus grosse pression venait des États-Unis eux-mêmes. Pour payer la guerre du Vietnam et leurs immenses programmes sociaux, la fameuse Great Society, ils ont fait tourner la planche à billets à plein régime. Forcément, cette marée de nouveaux dollars a complètement déséquilibré la balance. À partir de 1965, le fameux pool n'était plus là pour stabiliser, il était obligé de vendre son propre or, de puiser dans ses réserves, juste pour défendre un prix qui devenait de plus en plus irréel. Le système était pris en étau, comme dans une guerre sur deux fronts. D'un côté, il y avait la France du général de Gaulle. C'était une véritable rébellion politique. De Gaulle n'arrêtait pas de dénoncer ce qu'il appelait le privilège exorbitant du dollar, et il a commencé à exiger de l'or, du vrai, en échange de ces dollars. Et de l'autre côté, il y avait un risque de contagion financière. La livre sterling, qui était un peu la première ligne de défense du système, était en train de s'effondrer. Et tout le monde le savait, si la livre tombait, le dollar serait le suivant. Et pour bien comprendre l'état d'esprit, il suffit d'écouter ce que disait De Gaulle en 1965. Il disait « L'or qui ne change pas de nature, qui n'a pas de nationalité, qui est tenu éternellement et universellement. Il n'y a pas d'autre critère, pas d'autre étalon que l'or. » On entend la puissance des mots ? Ce n'était pas juste une question d'argent, c'était un véritable défi philosophique, une attaque frontale contre la suprématie du dollar. D'ailleurs, en juin 1967, la France a claqué la porte du pool sans faire de bruit. On arrive maintenant au climax de cette histoire, au moment où tout bascule. L'hiver 1967-1968. C'est là que le marché, sentant l'odeur du sang, lance son assaut final, son attaque décisive contre le cartel des banques centrales. Pour se donner une idée du niveau de panique, la situation était tellement désespérée que l'US Air Force a dû mettre en place un pont aérien d'urgence. Des avions militaires qui décollaient de Fort Knox, chargés de tonnes et de tonnes d'or, pour aller livrer en catastrophe à Londres et tenter de renflouer le pool qui se vidait à une vitesse folle. On parle d'une logistique de guerre pour une crise financière. Et l'hémorragie, elle, était juste ahurissante. Tenez-vous bien. Rien que pour le mois de novembre 1967, la chute de la livre sterling a provoqué une telle panique que le pool a perdu l'équivalent de 400 millions de dollars d'or. C'est colossal pour l'époque.
Face à un tsunami pareil, même la force combinée des plus grandes banques centrales du monde ne suffisait plus. Le marché était devenu une force de la nature, impossible à arrêter. L'assaut final a été incroyablement rapide et brutal. En une seule semaine, début mars 1968, le pool a dû vendre près de 1000 tonnes d'or. 1000 tonnes! Et la journée du 14 mars, c'était la folie. 400 tonnes vendues en 24 heures. C'est 20 fois plus que la normale. C'était clair, les banques centrales étaient en train de jeter l'éponge. Et donc, le 15 mars 1968, le couperet tombe. C'est la fin du match. Washington voit bien que l'hémorragie est inarrêtable et donne l'ordre de tout stopper. Le London Gold Pool est officiellement dissous. La tentative de tordre le bras à la réalité avait échoué. Spectaculairement. Et la fin de cette guerre financière n'a pas eu lieu dans un grand fracas. Non, pas du tout. Ça s'est terminé de manière très bureaucratique, presque silencieuse. Sur une simple demande des États-Unis, la reine d'Angleterre a déclaré un jour férié bancaire. Et sur les tableaux d'affichage, on pouvait lire « London Gold Market closed ». Le marché de l'or de Londres était fermé. C'était le calme plat après une tempête monumentale. L'ancien système était donc mort et enterré. Mais attention, dans les coulisses, un nouvel ordre monétaire, peut-être encore plus audacieux et surtout encore plus secret, était déjà en train de se mettre en place. Alors, quelle a été la conséquence immédiate de tout ça? Eh bien, ça a été spectaculaire. Une fois que la digue des 35 $ a cédé, c'est comme si la loi de la gravité financière reprenait ses droits. Le prix de l'or n'a pas juste augmenté, il a littéralement explosé. Il a été multiplié par 24 dans les 10 ans qui ont suivi. On est passé de 35 $ à 850 $ l'once. La grande question, c'est comment le dollar a-t-il pu survivre après avoir perdu son ancre, l'or? La réponse, c'est une manœuvre géopolitique absolument géniale, et encore une fois, très secrète. En 1974, les USA ont passé un accord avec l'Arabie Saoudite. Le deal était simple, on vous assure votre sécurité militaire, et en échange, vous vendez votre pétrole uniquement en dollars. Et, point crucial, vous réinvestissez tous ces dollars, les fameux pétrodollars, en achetant de la dette américaine. C'était un coup de maître. Le pétrole venait de remplacer l'or comme pilier du système. Et hop, la demande mondiale pour le dollar était de nouveau assurée. Bon, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette saga? Quel est l'héritage aujourd'hui de ce grand basculement, d'un système basé sur l'or à un système qui repose sur la dette et le pétrole? Eh bien, ce changement radical vers un système de monnaie purement fiduciaire, c'est-à-dire une monnaie qui ne repose plus sur de l'or mais uniquement sur la confiance qu'on lui accorde, a ouvert les vannes. Ça a permis une croissance de la dette absolument exponentielle. En gros, on a échangé la stabilité un peu rigide des années 60 contre la flexibilité totale des décennies suivantes. Et ça nous a amené directement au cycle qu'on connaît si bien aujourd'hui, toujours plus de dettes, des bulles sur les marchés, des crises financières qui éclatent et des plans de sauvetage pour tout le monde. Et pour finir, je crois que cette phrase un peu provocatrice résume à la perfection toute la leçon du London Gold Pool. La voici. Si une banque centrale doit vendre ses propres réserves pour prouver que sa monnaie a de la valeur, c'est que, fondamentalement, sa monnaie n'en a déjà plus. Une réflexion qui, 50 ans plus tard, reste plus pertinente que jamais et continue de hanter notre système financier actuel.